cette semaine dans Dautrey. Chloé Lemont à l'animation aujourd'hui. Durant cette émission, nous reviendrons sur des nouvelles marquantes de la dernière semaine. Donc, sans plus attendre, notre actualité cette semaine. Dimanche dernier, plusieurs nouveaux visages ont été élus à la mairie dans la MRC de Dautrey. C'est le cas pour Dominique Perrault à la mairie de Berthierville, André Villeneuve à Lanoret, Alain Goyette à la visitation de l'Île-du-Pas, Richard Bellumeur à Saint-Cuthbert, Michael Séturcotte à Mandeville et Sonia Desjardins comme nouvelle mairesse à Saint-Norbert. Notons également que Mario Frigon a été réélu à la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. Christian Dubé, qui est ministre de la Santé et des Services sociaux, est revenu sur la campagne de vaccination contre la COVID-19 plus tôt cette semaine en conférence de presse. M. Dubé a également déposé un projet de loi concernant les médecins de famille. Le 6 novembre dernier avait lieu l'inauguration de la forêt nourricière à la visitation de l'Île-du-Pas. Donc, nous étions présents. L'opération Nez Rouge est de retour pour une 38e campagne, comme mentionné la semaine dernière. L'opération Nez Rouge Joliette de Lanaudière sera également de retour du 26 novembre au 31 décembre, après une année d'absence. Philippe Cyr-Pelletier, qui est directeur général du Café culturel de la Chasse-Galerie à Lavaltrie, est venu nous parler des spectacles de la semaine prochaine. Une nouvelle entreprise de produits pour bébés a vu le jour à Lavaltrie. Nous nous sommes entretenus avec la fondatrice Sarah Goyette. Donc, bonne émission à vous. Ça fut une campagne longue. Moi, j'ai annoncé à la mi-novembre l'an passé que je me présentais. Et puis, ça nous a permis de rencontrer plein de gens. Écoutez, finalement, une campagne comme ça, là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au final, c'est les citoyens qui y gagnent. Parce que la démocratie, ça fonctionne par le débat. Et des débats, je peux vous dire qu'il y en a eu, des discussions avec les citoyens, il y en a eu beaucoup. Alors oui, j'ai été élu maire. J'ai quatre candidats de mon équipe qui ont aussi été élus. Et écoutez, puis je veux saluer, je pense que c'est important de le faire, là, je veux saluer toutes celles et ceux qui, autant à Lanoret qu'à travers le Québec, ont posé leur candidature. C'est pas quelque chose de facile de mettre, comme on dit, sa tête sur un poteau. C'est pas quelque chose de facile. Moi, ils ont tout mon respect. Bravo à vous tous, même ceux qui ont perdu ou gagné, peu importe. Bravo à tous ces gens-là qui font vivre notre démocratie. Mais très heureux, très heureux. Et je veux remercier, évidemment, en terminant, je veux remercier les Lanoroises et les Lanorois de m'avoir fait confiance. Et je peux vous dire qu'on commence ce travail demain matin. Écoutez, moi, premièrement, c'est ma première campagne. J'ai fait une campagne porte-à-porte. J'ai fait un peu de publicité sur les réseaux sociaux, mais je tenais vraiment à marcher. Les 2 dernières journées, vendredi, samedi, j'ai fait 25 km aller-retour sur certaines rues. C'est une année, oui, particulière. Je pense qu'on le voit aussi un peu avec le taux de participation là, partout au Québec qui a été un petit peu... Donc, tu sais, les événements COVID et tout ça, on dirait que les gens se sont pas très... Le fait aussi que ça soit tout de suite après une autre élection. Une autre élection, les gens après le fédéral. Donc, oui, ben moi, c'était ma première. Je suis très satisfait, évidemment, de la victoire. Très satisfait de la réponse aussi. J'ai pris la peine de jaser avec des gens. Il y a à certains endroits, j'avais des discussions qui duraient des 40 minutes, 45 minutes. Donc, les gens très intéressés à me connaître. Et ben, la réponse est là. Une victoire à 57 je crois. 57,4 je pense. 57,4. Puis il y a 36 des gens qui étaient inscrits qui ont voté. C'est un petit peu plus qu'ailleurs au Québec, mais c'est quand même pas oui, fort. J'ai fait un peu de recherche 2013-2009. Ça tournait autour de 48-50 C'est ça. Mais bon, c'est ça. On expliquait un peu les circonstances. Il n'y a pas juste à Berthierville. Il n'y a pas juste à Berthier, c'est partout. Au départ, hier, je faisais un peu de pointage, je regardais, je recevais des résultats provisoires. Oui, à un moment donné, je me suis dit, ben qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai oublié de compter des choses? Mais bon, quand j'ai su que c'était comme ça partout, je me suis dit, OK, c'est pas les gens de Berthier qui sont désintéressés. Même certains quartiers, ça a voté au-dessus de 60 donc ouais. Certains districts. Alors, non, c'est la démocratie, c'est comme ça. On fait partie on est dans un pays où les gens s'expriment, ont le droit de s'exprimer et ont le droit aussi de décider de ne pas se présenter pour faire ça. Donc, il faut respecter ça, mais malgré tout, c'est quand même, tu sais, c'est 57 C'est pas, on n'est pas dans
une histoire du référendum à 50,2 ou certaines, je pense à Québec, entre autres, qui c'est très serré. Donc, c'est correct. On accepte ça. Je suis très heureux de ça, oui. Fait que là, on est le lendemain de l'élection. Il s'est passé quoi ce matin? Il se passe quoi dans cette première journée-là? Un petit lendemain de veille. C'était un peu euphorique hier avec ma famille. C'était chez moi. On n'a pas fait de gros rassemblements. On a respecté aussi, justement, les consignes sanitaires. Donc, c'était chez moi, ma famille directe, quelques amis, quelques conseillers qui sont venus me saluer. Donc, c'était très, très, très sobre et on s'est permis aujourd'hui de faire la grasse matinée ce matin. Un petit peu plus. Ouais. Puis là, tranquillement, ça va s'enchaîner. Je pense qu'il y a beaucoup de choses quand même à découvrir. Hein? Il y a plein de choses, mais j'ai eu quand même la chance de jaser déjà avec des gens impliqués. Des gens de la Chambre de commerce, j'ai jasé avec des conseillers. On m'a renseigné déjà beaucoup sur plein de choses. Je suis quand même pas un étranger qui arrive, je suis de la place. Je connaissais déjà certains dossiers, je les connais mieux maintenant, j'en connais d'autres. Bon, j'ai pris congé de mon travail aujourd'hui. Mon employeur, commission scolaire, le centre des services scolaires, ma directrice qui m'a félicité ce matin. Donc, j'ai pris congé parce que je voulais rester un peu avec ma famille aujourd'hui. Je savais que, bon, je me coucherais peut-être un peu tard. C'est déjà prévu pour ceux qui se posent la question si je vais être disponible. C'est déjà prévu, ça fait 2 ans que je suis en retraite progressive. Donc, à partir de janvier, je suis déjà en congé donc pour le restant de l'année. Et à partir de octobre prochain, si je le veux, je prends ma retraite à 5 jours d'avis. Ça va être. Donc, j'ai pas de contrainte de temps. Ça ne sera pas une contrainte de temps. Donc, beaucoup de dossiers qui s'en viennent. Je suis très fébrile, vraiment, très heureux. Ça fait longtemps que je parle de ma ville. Donc, maintenant, comme on dit, il va falloir que les bottines suivent les babines. Vous l'avez dit, je pense, durant la campagne électorale, le potentiel de Berthierville. C'est incroyable. Je pense qu'on est... c'est incroyable. C'est pas développé. Hein, non, tous les gens de l'extérieur. J'ai eu des gens qui m'ont écrit de Saint-Cuthbert, de Saint-Gabriel, Saint-Norbert, des gens de Joliette, des anciens résidents de Berthier. Des nouveaux arrivants aussi qui m'ont dit, nous, quand on est arrivés, ou nous, on connaît notre ville... vous savez, l'entrevue que j'ai donnée à Chloé, je crois, dans le parc, beaucoup de gens, premièrement, je vous remercie, beaucoup de gens m'ont parlé de ça. Il y a des gens qui m'ont dit, Dominique, tu m'as fait revivre ma jeunesse. C'est vrai que quand on était jeune, il y avait de la vie à Berthier. Je blâme personne, il y a eu plein de circonstances, là, puis moi, je ne suis pas dans le passé pour juger, je suis dans le passé pour prendre les belles affaires qu'il y avait dans le temps. Et le potentiel, écoutez, je le répète, la rivière, le fleuve, 2 axes routiers, on est traversé par la 138 et on est bordé aussi par l'autoroute 40. Il n'y a pas de raison que Berthier ne se développe pas. La seule raison, la seule explication, c'est la limite du territoire, mais il y a de l'espace, il y a de la place, il y a des commerces, des industries, des résidents, des secteurs résidentiels. Ça reste à développer encore. Il y a des gens aussi, autant des gens d'affaires que des gens de la communauté qui veulent tellement. Tu sais, Berthier, on l'aime. Berthier, on est résident de Berthier, on en est fier, peu importe ce qu'on entend, peu importe ce qu'on en dit. On veut réussir, on veut faire, on veut être une ville même. Je ne veux pas juste suivre un courant. Moi, j'ai l'idée qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, tu sais, c'est pas une question, là, j'ai eu pas une critique, mais j'ai eu une question, on espère que ça ne sera pas la densification, puis couper les espaces verts. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça, le plan. Le plan, c'est justement de regarder le territoire, puis de l'aménager pour le mieux de la population. Donc, intelligemment, rassembler les gens qui ont des connaissances, qui ont des compétences, qui ont aussi de l'intérêt, puis dire, qu'est-ce qu'on en fait? Je ne suis pas celui qui va trouver solution, là. Je vais rassembler les gens alentour, puis je vais dire, c'est quoi la solution? C'est quoi les idées?
Puis, mais les conseillers sont tous indépendants. Hein. On n'est pas dans un... J'ai pas fait d'équipe. J'avais quelques conseillers, bon, qui étaient plus de mon côté. Peu importe, il y a des conseillers qui étaient là, qui ont travaillé pour Mme Nantel, que d'ailleurs, je tiens à la féliciter. Ça a été une campagne vraiment... Il y a des places, il y a des municipalités que ça a joué plus dur un peu. Ça a joué pas mal plus dur. Puis nous, ben, ça s'est fait vraiment dans le respect. D'ailleurs, j'arrive avec un... J'ai un peu le beau jeu, je vais le dire, dans le sens que les finances, ça va bien. Puis ça, je félicite Mme Nantel, je félicite les conseillers en place. Je pense que la situation financière de la Ville, on peut dire que ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré. On est passé au travers d'une certaine crise à un moment donné. Puis là, je pense que c'est justement le moment. Et ben c'est ça. Tu sais, moi, je vais juste prendre les idées, puis je vais être un peu comme un capitaine, un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre. Puis c'est pas moi qui joue, là. Fait qu'il y a de quoi jouer. Je vais battre le rythme, puis les autres... Il y a de quoi jouer une belle mélodie avec Berthierville. Oui, oui. Puis ce que je disais, tu sais, je disais à la blague, ben, tu sais, comme un ministre des Finances, il s'achète des souliers, puis le type de soulier va avec, bon, l'allure du budget qu'il annoncera. Ouais. Moi, je vous dirais, c'est des espadrilles, là. Il va falloir qu'on se mette des bons souliers, puis on va marcher. J'ai aimé faire j'ai vraiment marché toutes les rues. J'ai pas réussi à parler à tout le monde. J'ai pas réussi à faire toutes les portes. J'en ai fait beaucoup, je dirais 90 %. Mais j'ai aimé, j'ai connu des gens. Tu sais, on a 4000 de population environ, 4000 quelques. Puis je me suis rendu compte, je connais pas les gens. Je connais pas les gens, on se connaît pas, on se connaît de vue. Il y a quand même un mix de résidents qui sont là depuis toujours, mais de nouveaux arrivants. Il faut jumeler tout ce monde-là. De nouvelles familles. Puis c'est pas... ça peut avoir l'air cliché, là. Bon, on y va avec des slogans politiques. Je veux rassembler, repenser, mais c'est ce qui m'est venu à la tête. Puis mon frère me disait hier, mes collègues m'ont dit, Dominique, tu as toujours été rassembleur. Tu ne fais pas partie d'une clique. C'est ça. Et je suis arrivé à la dernière minute. Il n'y avait personne qui me voyait venir, même si j'y pensais depuis un bout de temps. Donc, on ne peut pas dire, tu sais, je suis libre. Je suis complètement libre de mes pensées et de mes actes. Donc ça, c'est aussi, je pense que c'est un plus. C'est un plus. Tu peux regarder avec une vision plus, je veux dire, j'allais dire détaché, tu n'es pas détaché de ça, au contraire, parce que détaché, civil, mais détaché dans le sens... Détaché d'intérêt. C'est ça, Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, pourquoi tu fais ça? Tu as une belle retraite, fonds de pension en éducation, c'est quand même pas à négliger. J'ai un commerce qui va naître, qui est déjà là, qui existe déjà, mais en fait, on va avoir pignon sur rue à partir du printemps. Je dis oui, mais j'ai senti que c'était le moment, puis je voulais le faire, j'ai toujours voulu le faire. J'avais la santé, finalement. Tu sais, j'ai l'énergie, j'avais le goût, j'ai l'intérêt de ça aussi. Donc, mon intérêt, c'est seulement la ville. Ça fera le temps que ça fera, mais je suis pas là pour faire de la gestion quotidienne, hebdomadaire, trimestrielle. Oui, il faut faire ça, mais moi, je vais penser à long terme. Puis si le long terme fait qu'à un moment donné, les gens vont dire, bon, bien là, tu as pensé à long terme, tu as mis les choses en place, mais on a besoin d'un vent nouveau. Puis si les gens décident plus tard que c'est quelqu'un d'autre qui va mener le bateau, bien, tant mieux. Je ferai partie des gens qui participent quand même à ce moment-là. Fait que c'est un beau défi à relever les 4 prochaines années. Hein. C'est un gros défi. Là. Un gros et un beau. Un beau défi, oui. Je dirais plus, je le vois plus positivement comme beau que gros, parce que même si j'ai une vision à long terme, je vais faire une journée à la fois. Là. Je vais y aller. Puis tu sais, avec les gens en place, on a des gens super compétents à la ville, qu'on pense à la directrice générale, qu'on pense aux directrice des loisirs. On a des gens super compétents. Je pense que l'entente va bien quand même avec les employés de la ville. Donc, c'est de rassembler, c'est de dire à tout le monde, on se retrousse les manches, on travaille ensemble. Tous les conseillers, tout le monde est libre de contester, d'y aller avec ses valeurs, mais la valeur première, ça devrait être la santé de la ville et la qualité de vie des citoyens. Donc, il va falloir qu'on se rassemble. Puis ça fera jamais...
ça fera peut-être pas toujours consensus, mais j'ai pas mal confiance aux gens qui sont là pour que ça se concrétise. Pour qu'on aille de l'avant à Berthierville. Oui. C'est beau. Oui. Merci bien, M. Perrault. Bien, merci à vous. Félicitations encore. Bien, merci à vous. Merci aux gens. Merci aux gens d'avoir participé. Je félicite encore tous ceux qui ont gagné. Je remercie ceux qui ont perdu leurs élections, leur dévouement pour les années passées. Encore une fois, merci à tout le monde. Merci à Mme Nantel pour cette campagne électorale qui a été, somme toute, très, disons, bien faite. On va maintenant vous suivre au travail dans les prochains jours. Oui, ça va me faire plaisir à n'importe quel moment. Je veux justement être plus disponible. Résultat pour ce soir pour les élections de 2021 dans le district 1. M. Roy Grégoire a eu 107 votes. Mme Évelyne Latour, 117. Donc, c'est Mme Évelyne Latour qui va avoir le siège numéro 1 du district numéro 1. Dans le district numéro 2, M. Pierre-Luc Gatin a eu 107 votes et M. Raymond Lacré, 56 votes. Donc, ce sera M. Pierre-Luc Gatin qui aura le poste de district numéro 2. Et pour ce qui est du district numéro 4, c'est M. Daniel Valois qui a eu 110 votes et Mme Patricia Gérard, 14 votes. Donc, c'est M. Daniel Valois qui aura son siège pour le district numéro 4. Alors, je remercie tout le monde, tous ceux qui sont venus voter en grand nombre. Les citoyens ont parlé. Alors, c'est pour un prochain mandat, effectivement. Merci. Et dans les derniers jours, et c'est le point d'aujourd'hui, la SIC et la santé publique se sont positionnés sur une dose de rappel pour certains groupes, je dis bien, de la population en général. Donc, le premier point que je veux faire, c'est pour le fait que le SIC recommande donc que pour le moment, je dis bien que pour le moment uniquement, les personnes de 70 ans et plus puissent aussi recevoir une dose de rappel si elles le souhaitent. Ce n'est pas obligatoire, mais si elles le souhaitent en respectant un intervalle d'au moins 6 mois depuis la dernière dose. Et cette recommandation-là de base se base sur le fait que la protection vaccinale tend à diminuer légèrement chez les personnes qui sont âgées de 80 ans et plus. Alors, à l'heure actuelle, je le répète, il n'est pas nécessaire d'offrir une dose de rappel aux personnes de moins de 70 ans. Fait qu'on parle de 70 ans et plus. Et comme on le fait depuis le début, je pense que les gens vont le comprendre parce qu'il y a quand même beaucoup de gens de 70 ans et plus. On l'a fait, rappelez-vous, on avait publié un calendrier. Puis dans ce calendrier-là, ce qu'on permet aux gens, c'est d'appeler à Clic Santé et de prendre des rendez-vous. Donc, on va commencer à partir du 16 novembre. Ça va être les 80 ans et plus. Après ça, à partir du 18 novembre pour les 75 ans et le 23 novembre pour les 70 ans et plus. Clic Santé va quand même s'assurer, parce qu'on connaît maintenant l'information de la vaccination des personnes qui vont entrer leur nom sur Clic Santé. On connaît le délai de 6 mois, donc je vous demande là, de ne pas essayer de prendre un rendez-vous si vous n'avez pas l'intervalle de 6 mois, malgré que Clic Santé va s'en assurer. Et ce que je demanderais surtout aux personnes qui peuvent, soit des proches aidants, ou quand vous avez quelqu'un de la famille qui est moins féru en informatique ou qui aurait peut-être besoin d'aide pour faire soit l'appel pour prendre le rendez-vous, mais je pense que c'est tellement plus facile d'y aller par le système de Clic Santé lorsqu'on demande aux gens si vous pouvez aider les personnes qui sont moins à l'aise avec l'informatique pour prendre le rendez-vous. Et je le répète, pour les gens qui sont moins de 70 ans, il n'y a pas de nécessité. Et si jamais il y avait des changements, on le communiquera, mais pour le moment, on s'en tient aux personnes de 70 ans et plus. Maintenant, une autre recommandation des experts, et celle-là, je l'ai lue avec beaucoup d'attention, c'est que les experts se sont penchés sur les cas de ceux qui avaient reçu 2 AstraZeneca. Et je pense qu'on l'a vu, bien que les vaccins offrent une excellente protection, le SIC recommande qu'une dose de rappel soit faite avec un vaccin ARN, donc un Pfizer ou un Moderna, soit administré aux personnes qui ont reçu 2 AstraZeneca pour une protection maximale.
Encore une fois, avec un délai minimal de 6 mois depuis la dernière dose. Et les personnes, de la même façon que j'ai expliqué tout à l'heure, donc on va sur rendez-vous Clic Santé. Et pour ceux qui ont reçu 2 doses d'AstraZeneca, ben, c'est à partir du 25 novembre. Mais je veux rassurer la population parce que c'est pas parce que de l'inquiétude au niveau du AstraZeneca, c'est vraiment pour s'assurer qu'il y a une meilleure protection plus longue, particulièrement après 6 mois. Et pour les autres qui ont reçu, par exemple, on aura peut-être la question, mais pour ceux qui ont reçu un Moderna et un Pfizer, bien, comme c'est 2 ARN, il n'y a pas besoin d'extensionner ou d'avoir une 3e dose. Maintenant, je sais que ça vous intéresse beaucoup sur les 5-11 ans. On n'a pas encore de nouveau là-dessus et je le sais que beaucoup de parents ont hâte de savoir ce qu'il en est. Mais on attend toujours l'homologation de Santé Canada pour que la SIC puisse nous faire la recommandation. Par contre, je veux rassurer les parents ou tout le monde qu'on est prêt. Je pense qu'on s'est assuré qu'on va être capable de vacciner aussi rapidement. Alors, écoutez, très content d'être avec vous encore ce matin pour vous parler du projet de loi que j'ai déposé il y a quelques minutes pour les médecins de famille. Et ce que je pense qu'il est important de dire aujourd'hui, puis je l'ai déjà mentionné hier à une de vos questions, que ce projet de loi-là, pour moi, c'est une main tendue aux omnipraticiens qui font un excellent travail, je le répète, mais on doit se donner ensemble, la capacité de pouvoir continuer à négocier ensemble. Et la raison pour laquelle j'insiste sur l'importance du projet de loi qui doit nous aider dans la négociation des prochaines semaines, c'est que vous allez reconnaître que moi je dis quand on veut négocier, il faut s'entendre sur les données. Puis malheureusement, comme c'est le cas dans plusieurs endroits au ministère de la Santé, bien c'est pas toujours facile d'avoir les données pour être capable de négocier ou de s'entendre pour ce qui est à faire. Moi, je pense que c'est une étape qu'on fait là avec les médecins de famille puis le projet de loi qu'on a déposé ce matin. C'est une étape excessivement importante qui va venir s'insérer dans tout ce qu'on fait pour la première ligne. Je veux juste rappeler peut-être le contexte. Le contexte, puis moi, comme gestionnaire, là, je mets mon chapeau de gestionnaire là, quand je vous parle ce matin. Il y a eu énormément de discussions, puis pas uniquement depuis que notre gouvernement est au pouvoir. Puis ça fait 3 ans qu'on discute, là. Ma collègue, Mme McCann, avait commencé la discussion avec les Omnis au début du mandat. Donc, ça fait 3 ans. Mais même, vous le savez, là, la discussion avec les Omnis, la prise en charge, ça fait des années que ça dure. Alors, à un moment donné, comme gestionnaire, bien, il faut peut-être prendre un peu de recul puis de se dire, bien, y a-t-il une raison pour laquelle on ne s'entend pas? Y a-t-il une raison? Est-ce qu'on continue de faire la même chose puis de mettre des pénalités, qui est un peu l'ancien système qui n'a pas fonctionné, puis qui fait qu'aujourd'hui, puis les Québécois ont raison de dire, ça n'a pas de bon sens qu'il y ait plus de 800 000 Québécois qui soient sur ce qu'on appelle le GAMEF, là, puis on va arrêter de faire le fameux guichet d'accès aux médecins de famille, c'est ça le GAMEF. Plus de 800 000 Québécois qui n'ont pas de médecin de famille, qui ont déjà donné leur nom. Mais savez-vous, puis je ne vous surprendrai pas, il y a bien plus que 800 000 Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. Moi, je pense que le vrai chiffre, là, c'est probablement 1,5 million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. Puis une des raisons pour lesquelles je pense que c'est à peu près 1,5 million, parce que je regarde combien qu'il y en a, je regarde combien il y a de population, puis c'est plus que 800 000. Puis la raison, c'est que les Québécois sont tannés de s'enregistrer sur un guichet qui ne leur donne pas de réponse. Alors, vous allez voir que dans le projet de loi, une des premières choses qu'on va faire, c'est de dire, dans les prochaines semaines, puis je vais en parler à la fin, là, quand je vais vous résumer la situation, c'est que je vais dire aux Québécois, si vous croyez dans les mesures qu'on est en train de mettre en place, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas déjà inscrit, allez vous inscrire sur le guichet d'accès. Parce que c'est le temps de le faire pour les raisons que je vais expliquer par la suite. En sous-marin, depuis à peu près 1 an, on travaille avec
mettre en place ce qu'on appelle une plateforme de prise de rendez-vous. On n'invente pas ça de ce matin, là. On a déjà, en date d'aujourd'hui, à peu près 450 des 600 quelques GMF qui sont déjà connectés sur la plateforme dont je vous parle. La force de cette plateforme-là va être qu'elle intègre différents systèmes de rendez-vous qui sont déjà en place. Et je m'explique pour que les Québécois comprennent bien. Il y a des gens en ce moment qui appellent à la clinique, à leur clinique habituelle, puis qui a un système de prise de rendez-vous. Il y a des gens en ce moment qui appellent à ce qu'on appelle un site web qui est Rendez-vous Santé. Il y a des gens qui appellent à Bonjour Santé. Alors, ce qu'on a fait, on l'a testé, là, puis les résultats sont très encourageants. Il y a 2 régions où on est très avancé. C'est que non seulement on a connecté les GMF dont je vous parle dans cette plateforme-là, mais on a intégré que tous les bonjours santé, les rendez-vous santé, les cliniques soient sous cette plateforme-là. Quand le patient, puis un exemple là, à Rimouski où je vais être lundi, ce qui est intéressant, c'est que ce système-là, là, on le voit qui fonctionne, c'est que pour le patient, il n'y a pas de... Lui, là, c'est... Comment on dirait? Je cherche mon expression. C'est transparent. Il s'en va, s'il est avec Rendez-vous Santé, il embarque sur la plateforme et là, on lui dit si un rendez-vous est disponible. Vous allez me dire, vous n'avez rien inventé. La beauté, c'est que ça va se faire pour chacune des régions. Et c'est ça qui est puissant. Parce que la journée que ça, c'est en place, c'est pas tellement un système de prise de rendez-vous à l'échelle du Québec, mais c'est un système de rendez-vous par... C'est de penser en termes de région. Alors, quand on a discuté dans la dernière année avec le Dr Godin, ce qui est la prochaine étape, c'est que nous, technologiquement, c'est réglé. C'est important de le dire, là. Cette plateforme-là, elle est réglée. On a déjà, comme j'ai dit, connecté 450 des 600. Le reste va être connecté d'ici la fin de l'année. Mais là, qu'est-ce qui est important? Puis ça, c'est la deuxième partie du projet de loi. C'est combien de rendez-vous les médecins vont mettre sur la plateforme. Parce que moi, ce que je pense qui va arriver dans les prochains mois, puis dans la prochaine année, c'est qu'on va être capable, grâce à ces 2 mesures-là, de dire on a un guichet d'accès sur lequel il y a 800 000 personnes, puis peut-être qu'il y en aura 1 million dans un mois. Parce que je vous le dis, là, la journée que les Québécois vont dire hey, moi, je ne veux pas manquer mon coup, je vais aller m'enregistrer tout de suite parce qu'un jour, je vais être pris en charge. Fait que ça, c'est la première chose. Là. Il faut que les Québécois aient s'enregistrer sur le guichet d'accès. On va demander aux médecins, puis c'est ça nos prochaines étapes, là, qui peuvent commencer demain matin avec la FMOQ, c'est de baisser le nombre de personnes, mais en même temps, il faut être réaliste. On n'aura pas vidé le guichet d'accès dans un mois. Mais ce qu'on dit, c'est que les patients qui sont encore, qu'on appelle des orphelins, là, qui n'ont pas encore été pris en charge, nous, on va s'engager à s'assurer qu'ils ont un rendez-vous en dedans de 36 heures, qu'il y ait un médecin ou pas. Parce que c'est à ça qu'elle sert, la plateforme. Et c'est pour ça que l'engagement que je demande aux médecins, quand on aura fini une discussion là, qui va se faire dans les prochaines semaines, c'est d'avoir un assez grand nombre de rendez-vous qui nous est donné par région, par chacun des médecins, que les médecins pratiquent dans une GMF, qui pratiquent dans une clinique privée ou qui soient seuls, de rendre accessible un certain nombre de rendez-vous pour que les gens, quand ils appellent, s'ils n'ont pas de médecin de famille, qu'ils puissent être pris en charge de cette façon-là. Je vous ai parlé des prochaines étapes pour moi, et c'est pour ça que, vous voyez, là, on n'est pas dans un système, un projet de loi avec des punitions. Pour moi, c'est un projet de loi de gestion. C'est juste de la pure gestion que je vous dis là. Est-ce qu'on est capable d'avoir les données par région qu'on donne à nos gestionnaires? Puis deuxièmement, est-ce qu'on peut avoir un système de prise de rendez-vous qui permette aux Québécois d'avoir un rendez-vous dans des délais raisonnables? Je pense que je dis souvent, ce qui se mesure s'améliore. On n'avait pas jusqu'à maintenant les données pour être capable de faire cette amélioration-là. Les mesures qu'on demande en ce moment
elles sont claires, elles ont été discutées. On se donne un canevas de négociation pour les prochaines semaines et j'espère qu'on pourra avancer rapidement dans ce grand changement-là qu'on veut faire à la première ligne, qui est tout aussi important que toutes les mesures qu'on a annoncées, qui se rapportent à la première ligne, que ce soit les IPS, les pharmaciens. Là, maintenant, il ne faut pas que je dise qu'on adresse. On s'attaque à la première ligne avec nos médecins de famille, puis je pense qu'on va... J'ai très hâte de pouvoir en parler avec le Dr Godin. D'ailleurs, on a un appel là, qui est prévu avec les gens du ministère cet après-midi, maintenant qu'on peut en parler, puis que le projet de loi a été... Bien, merci d'être ici aujourd'hui. Avant de vous souhaiter la bienvenue officiellement, en fait, j'aimerais mentionner qu'on est ici en territoire autochtone non cédé. J'aimerais aussi mentionner qu'aujourd'hui, c'est la rencontre dans le cadre de la COP26 à Glasgow. Donc, les ministres à travers le monde se rencontrent pour l'environnement. Il y a des manifestations qui se tiennent partout à travers le monde pour s'assurer que nos ministres se rappellent que l'environnement compte en premier. Donc, on n'est pas avec eux aujourd'hui. On s'est dit que par notre présence ici aujourd'hui, par le projet, en fait, nous aussi, on contribue à faire de ce monde un monde plus juste, un monde meilleur, de changer le monde pour un environnement sain. Donc, maintenant, bienvenue, chers dignitaires, citoyens de l'Udipa et d'ailleurs, chers bénévoles, vous qui avez mis tellement de temps dans ce projet. Il est vraiment important pour nous, aujourd'hui, cette journée d'inauguration, et on est très heureux de pouvoir vous compter parmi nous. Maintenant, il fait un moment qu'on prend plus vraiment soin de notre environnement. En fait, on a même pour la plupart oublié qu'on fait partie d'elle et qu'elle fait partie de nous, elle aussi. Ce projet de forêt nourricière a vraiment vu le jour à partir du désir de la réinviter ici, chez nous, la nature. Chez nous, mais chez elle aussi. Puisqu'on est ici ensemble. Ensemble. Est-ce qu'on peut vivre sans elle? On la réinvite ici, après l'avoir chassée par la construction de nos routes, de nos maisons, de nos bords de l'eau sacoche, avec nos monocultures et nos intrants. On la réinvite ici, maintenant, afin qu'on puisse à nouveau s'apprivoiser, apprendre à se connaître et se souvenir de ce qu'on est, ce que c'est d'être ensemble. Voir comment on est beau, comment on se sent bon, comment on est généreux, comment on est bien ensemble, la nature et nous. Comment on est ensemble? En équilibre? Ensemble, on pourrait être en équilibre. La forêt nourricière a vu le jour aussi à partir du désir de créer un lieu de communauté, un lieu de rassemblement et de résilience où on peut faire de l'agriculture autrement, accessible, facile, abondant et sans intrants. La forêt se veut un lieu commun, un espace de partage, un jardin d'apprentissage, une manière d'occuper le territoire autrement, et ça pendant longtemps. On souhaite qu'elle fasse des petits aussi. Merci à tous les bénévoles qui ont mis leur temps. Ce lieu est semé de votre générosité, prêt à partager ses fruits. Merci beaucoup d'être là. Dignitaires, résidents, bénévoles surtout, bravo, chapeau. Madame la mairesse, quel beau dernier discours inspiré et inspirant. J'essaie de le garder en mémoire et de rappeler à mes collègues sur la colline parlementaire vos premières paroles. Parce qu'effectivement, il est plus que temps d'agir. Et des exemples comme ce qu'on voit ici, c'est ça qui inspire. J'espère, vous avez mentionné que vous souhaitiez que ça fasse des petits. J'espère que c'est les premiers du longue série. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer déjà, mais vous le savez, il y a déjà des petits qui vont se déployer un peu partout. Il y a un projet en cours qui devrait voir le jour à Saint-Cuthbert dans les prochains mois. Et j'ai aucun doute
que vous avez été pour eux une source d'inspiration. Et sur un site aussi magnifique, c'est vraiment inspirant de voir les plantes, les arbres du terroir qu'on peut consommer, qu'on peut peut-être aussi réapprendre à connaître, parce que la plupart d'entre nous, on les connaît pas, ces éléments-là. Alors, je vous remercie beaucoup. On sera là pour vous supporter tant qu'on pourra le faire. Et je vous souhaite à tous de profiter à plein de cette initiation et de surtout cette belle forêt initiale. Voilà. Merci à la municipalité, merci à Marie-Pierre de m'avoir invité aujourd'hui. C'est très plaisant. Monsieur Perron, bienvenue, à tous les autres élus là, que je ne connais pas. Le grand avantage, un des avantages d'être préfet d'une MRC, c'est d'avoir à visiter son territoire. On n'a pas le choix, on est invité, donc on y va, donc c'est plaisant malgré tout. Fait que ça nous donne une belle variété là, de paysages à contempler, puis on s'aperçoit que notre territoire est beau, et vaste et varié. Je voudrais aussi juste vous relater un petit peu la façon dont ça fonctionne pour les projets. On a des sommes qui viennent du gouvernement, qui sont le ministère des Affaires municipales. Ça transite par les MRC. Donc, c'est le conseil de la MRC et les 15 maires qui décident un peu des modalités. Et ce type de projet-là, ça cadre exactement dans ce qu'on veut à la MRC. Donc, on s'est aperçu depuis 2 ans que la nature était d'une importance cruciale. Les gens veulent revenir à la nature. On s'est aperçu à travers les années qu'on l'abandonne un petit peu, mais ce genre de projet-là, c'est un projet phare qui fait penser aux gens que, bon, on est peut-être allé un peu trop loin et il faut revenir à des valeurs un peu plus humaines, surtout pour la nature. Donc, je félicite les gens qui ont été, je dirais, à la base de ce projet-là, qui l'ont pensé, qui l'ont imaginé, qui ont rempli les formulaires, parce qu'il y a beaucoup de travail, là, je dirais, là, en arrière des, je dirais, du paravent, là, de ce qu'on voit aujourd'hui, qui est essentiel. Et là-dessus, je vous félicite parce que c'est important de le faire. Donc, tout simplement pour dire que la MRC va continuer d'appuyer ce genre de projet. Et puis, moi, je suis très fier d'être ici aujourd'hui. Puis, passe une belle journée. Merci beaucoup. Alors, la 38e campagne va se dérouler à partir du 26 novembre jusqu'au 31 décembre prochain sous le thème de retour pour vos retours. Donc, depuis ses tout débuts, l'Opération Nez Rouges met de l'avant un retour à la maison en toute sécurité tout en finançant le sport et la jeunesse locale. Un retour avec l'Opération Nez Rouges vous permet non seulement un retour à la maison en toute sécurité, mais il permet aussi localement à des jeunes de vivre des expériences avec les dons amassés tout au long de la campagne. C'est donc dire que c'est un appel gagnant. Une fois de plus, cette année, le district des scouts de la Nodière sont les heureux bénéficiaires des dons remis par les clients. De jeunes scouts pourront vivre des camps et des activités qu'ils pourront se rappeler longtemps. Le district nous offre gracieusement ses locaux, donc ici toutes les commodités afin d'offrir le service de l'Opération Nez Rouges. J'invite donc M. Camille Desroches, président du district des scouts de la Nodière, à vous adresser quelques mots. Vous allez sembler que ça se répète à ce qu'elle vient de dire. Donc, le district scout de la Nodière est fier d'être maître d'œuvre de l'Opération Nez Rouges, Joliette de la Nodière, et ce, depuis 24 ans maintenant. Chez les scouts, nous avons une tradition de faire une bonne action tous les jours, communément appelée une VA. Alors, de contribuer à rendre nos routes plus sécuritaires, 1 kilomètre à la fois, nous permet également d'agir en ce sens. Aussi, les dons offerts par les utilisateurs du service de raccompagnement sont remis en majeure partie à nos groupes scouts de la région de la Nodière afin de les aider à financer des activités diversifiées pour nos jeunes. La Société de l'assurance automobile du Québec donne son appui à notre campagne. Celle-ci est d'ailleurs le partenaire principal de la campagne nationale. Malgré tous les moyens de sensibilisation utilisés, puis les lois qui sont toujours de plus en plus sévères pour les conducteurs québécois, l'alcool au volant demeure malheureusement l'une des premières causes de décès sur les routes. Voici donc un message de M. Éric Santerre, Direction Stratégie et Partenariat en sécurité routière de l'assurance automobile du Québec. Bonjour à tous et à toutes. C'est pour moi un plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour le lancement de cette 38e campagne de l'Opération Nez Rouges. L'an dernier, l'équipe de l'Opération Nez Rouges a su s'adapter avec brio aux conséquences de la pandémie en proposant une campagne complètement numérique. Toutefois, cette année, nous saluons son retour en force sur les routes du Québec. La Société est extrêmement fière de pouvoir continuer à soutenir l'Opération Nez Rouges. Il s'agit là d'une relation fructueuse et à long terme qui contribue de manière significative à l'amélioration du bilan routier. Ensemble, nous poursuivons un même objectif, travailler à faire changer les comportements des Québécoises et des Québécois
quant à la conduite avec les facultés affaiblies. Les facultés peuvent être affectées par la consommation d'alcool ou de drogue, et ce même en petite quantité. Mais la notion de fatigue entre également en cause dans cette période des fêtes et elle ne doit plus être ignorée. Donc, si vous vous sentez trop fatigué pour retourner chez vous, n'hésitez pas à contacter les bénévoles de l'Opération Nez Rouge, même si vous n'avez pas consommé d'alcool ou de drogue. Un niveau élevé de fatigue est comparable à un taux d'alcoolémie incompatible avec la conduite automobile. D'ailleurs, les facultés affaiblies par l'alcool, la drogue et la fatigue sont des notions clés ciblées dans notre stratégie de prévention en sécurité routière 2021-2023. Des actions et des objectifs précis ont été déterminés pour faire les gains qu'il est encore possible de faire. La stratégie de prévention, combinée au travail des partenaires en sécurité routière que sont l'ensemble des services de police du Québec et l'Opération Nez Rouge, contribuera à améliorer de façon concrète les comportements sur la route. En mon nom et au nom de la Société de l'assurance automobile du Québec, je souhaite à tous et à toutes une excellente campagne Opération Nez Rouge qui est de retour pour vos retours en 2021. Donc, la Société de l'assurance automobile du Québec n'est pas la seule à être fidèle au rendez-vous. Desjardins renouvelle son engagement avec l'Opération Nez Rouge. En ce sens, voici un message de Mme Valérie Lavoie, présidente et chef de l'exploitation Desjardins, groupe d'assurance générale. Chers partenaires, invités et membres des médias, ça fait 38 ans que Desjardins est partenaire d'Opération Nez Rouge et contribue à garder nos routes plus sécuritaires pendant les fêtes. 38 ans! C'est l'un de nos plus longs partenariats encore à ce jour, mais c'est surtout une mission qu'on est très fiers de soutenir depuis si longtemps. Évidemment, comme assureur, on fait tristement partie de ceux qui sont aux premières loges quand vient le temps de constater le résultat de la conduite avec faculté affaiblie. Et quand je dis faculté affaiblie, je parle d'alcool, de drogue, qu'elle soit illicite, légale ou de prescription, et je parle aussi de fatigue. Alors, on ne dira jamais assez. Il n'y a aucune raison qui justifie de prendre le volant quand on ne peut pas conduire. Aucune. Chaque vie perdue, chaque blessure causée par des comportements tout à fait évitables demeure simplement inacceptable. Desjardins travaille donc depuis longtemps à sensibiliser les Québécois et les Canadiens aux dangers liés à ce genre de comportement et va continuer de promouvoir la sécurité routière. Notre programme Ajusto nous permet d'ailleurs de reconnaître et de récompenser les meilleurs conducteurs. Grâce à Opération Nez Rouge et au travail des bénévoles, des milliers de Québécois peuvent profiter des fêtes et rentrer chez eux en toute sécurité. Nous sommes très fiers de contribuer à ce bel accomplissement. Et donc, j'aimerais remercier Opération Nez Rouge et tous les bénévoles qui leur permettent de poursuivre sa mission depuis si longtemps. Vous faites une réelle différence. Bonne et heureuse 38e édition et surtout, joyeux temps des fêtes en toute sécurité. Donc, cette année encore, les bénévoles sur la route pourront bénéficier des avantages de l'application mobile qui est propulsée par Desjardins. Celle-ci a fait ses preuves à notre centrale au courant des dernières années. En moyenne, c'est 2 raccompagnements de plus par équipe par soir qui peuvent être effectués en réduisant aussi le temps d'attente entre la remise des données et le transport. Les erreurs de communication aussi sont devenues presque inexistantes. Les équipes sont de plus en plus autonomes pendant leur soirée. Lors de l'édition 2019, Opération Nez Rouge de l'aide de la Naudière a effectué 1248 transports. Un merci sincère à tous les bénévoles pour leur dévouement et leur temps pendant cette dernière campagne. Sans eux, celle-ci n'aurait pu avoir un tel succès. Et rappelons que le service est gratuit pour l'ensemble de la population, mais que les clients peuvent remercier l'Opération Nez Rouge en effectuant un don lors de leur accompagnement et ceux-ci sont redistribués à 100% à la jeunesse locale par le biais du maître d'œuvre. Pour la dernière campagne, c'est près de 30 000 $ qui ont été remis au district des Scouts de la Naudière afin de permettre aux enfants de vivre une expérience inoubliable. En mon nom personnel et en celui des enfants qui ont bénéficié ou qui vont bénéficier de ce don, merci de nous faire confiance pour votre retour à la maison en toute sécurité pendant vos festivités du temps des fêtes. Depuis plusieurs années, l'Opération Nez Rouge, en collaboration avec Éduc-Alcool, mène une campagne de sensibilisation destinée aux jeunes adultes. Encore une fois, cette année, nous participerons à cette campagne de prévention. Plusieurs écoles pour jeunes adultes recevront la visite de notre équipe afin de faire la lumière sur les effets de l'alcool sur le corps humain et les capacités affaiblies, que ce soit par l'alcool, la drogue ou par la fatigue. L'Opération Nez Rouge s'associe également avec Tim Hortons pour une 3e année consécutive. Chaque bénévole se verra remettre un coupon à chaque participation en centrale pour une petite boisson chaude à un de leurs points de service. C'est une belle pensée pour réchauffer le cœur de nos bénévoles. En plus, grâce aux boissons de type mocktail des atypiques, tous les bénévoles qui s'inscriront avant le 25 novembre auront la chance de gagner un frigo rempli de leur boissons. C'est une autre bonne raison de s'inscrire rapidement.
Vous pouvez dès aujourd'hui d'ailleurs compléter le formulaire d'inscription directement sur le site web de l'Opération Nez Rouge en choisissant la province du Québec et notre centrale Joliette de Lanaudière. Votre formulaire sera automatiquement traité et vérifié dans les 72 heures ouvrables suivant l'envoi de celui-ci. Vous devez toutefois l'imprimer et le signer pour le faire parvenir par courriel en le photographiant à l'aide de l'application mobile de Desjardins ou l'emmener directement à la centrale de coordination le soir même de votre présence. Le formulaire papier est aussi toujours disponible au district des scouts de Lanaudière ou auprès d'un groupe scout de votre localité. Avec l'état actuel de la situation sanitaire, toutes les mesures et les précautions seront mises en place afin d'assurer la sécurité de nos bénévoles et de nos clients. En effet, tous les bénévoles, qu'ils soient sur la route ou en centrale, devront présenter un passeport vaccinal valide. Les bénévoles et les clients devront porter le masque de procédure en tout temps dans la centrale et dans les véhicules. La distanciation physique de 2 mètres entre les bulles devra être respectée dans notre salle d'attente. Une validation des symptômes reliés à la COVID-19 sera faite également en centrale et au téléphone lorsque le client téléphonera pour une demande de raccompagnement. Nous ne voulons rien laisser au hasard. Nous savons que ces mesures sont exceptionnelles et que nous devons revoir certaines façons de fonctionner, mais nous sommes certains que le plaisir ressenti par nos bénévoles et le sentiment de sécurité du client n'en sera en rien affecté. Une campagne de cette envergure se fait bien sûr avec beaucoup de bénévoles. Ce serait impossible sans la généreuse contribution aussi de plusieurs commanditaires, les commerçants participants ainsi que les médias écrits et radio. Électronique aussi maintenant. J'aimerais profiter de l'occasion pour vous informer que nous serons en opération les soirs du 26-27 novembre, 3-4, 10-11, 16-17, 18 et du 23 au 31 décembre prochain, donc pour 18 soirs. Nous vous invitons donc à vous joindre à nous pour une ou plusieurs nuits pendant le mois de décembre. Votre présence est plus qu'importante. Elle nous permet d'offrir un service rapide et de qualité à tous les résidents du Grand Lanaudière. Plus nous avons de bénévoles, plus il est facile de faire de nombreux raccompagnements et ainsi réduire le temps d'attente. Sachez que le plus haut taux de nos appels entrants se fait entre 11h et 2h du matin. Il est donc important d'avoir le plus grand nombre possible d'équipes sur la route à ces heures afin de permettre le plus grand nombre de Lanaudois-Lanaudoises de retourner à la maison de façon sécuritaire. Toujours dans un souci d'efficacité, l'opération Nez Rouge Joliette de Lanaudière ne compte pas qu'une seule centrale principale ici à Notre-Dame-des-Prairies, mais bien 3 au total pour mieux vous desservir. Notre deuxième centrale secondaire se retrouve dans la région de Berthier, dans les locaux de l'Association des personnes handicapées secteur Berthier. Et notre troisième centrale sera située dans les locaux de la Maison des jeunes à Saint-Félix-de-Valois. Nous invitons donc les résidents de ces 2 secteurs à se déplacer vers ces centrales afin de faire une économie de temps sur la route les vendredis et samedis avant Noël. Tous les bénévoles qui désirent faire des raccompagnements à partir de ces centrales doivent remplir l'unique formulaire d'inscription de la région et pourront se présenter ensuite à la centrale de leur choix. Bon retour et n'oubliez pas que l'opération Nez Rouge est de retour pour vos retours. Alors, le premier spectacle dont je veux vous parler, c'est le spectacle de Matt Luboski qui va être chez nous le 17 novembre, donc à l'église de Lavaltrie. Matt est né d'un père d'origine polonaise et d'une mère québécoise. C'est un auteur, compositeur, interprète canadien, évidemment, qui est né à Hudson, au Québec. C'est à l'âge de 17 ans qu'il a commencé à s'intéresser à la musique. Il apprend à jouer de la guitare de manière autodidacte, mais il fait des études en sciences politiques au collège John Abbott et il complète un baccalauréat à l'Université Concordia en 2012. En 2015, donc quelques années après avoir participé à La Voix et considéré plusieurs offres de maisons de disques, c'est avec la prestigieuse étiquette indépendante Audiogramme qu'il signe et qui lui donne une carte blanche pour sortir son 2e album. Alors, après la parution de son album Solitude, l'album qu'il a fait connaître au grand public, il a fait une série de tournées Canada, États-Unis, Europe, où il a présenté plus de 200 spectacles. S'en est suivi une retraite d'écriture dont il n'est sorti que l'été dernier pour offrir un concert de clôture au Festival international de jazz de Montréal devant une foule conquise. Alors, il est de retour sur les planches avec des nouvelles chansons qu'il a écrites en tournée entre Paris, Cracovie, Banff et Montréal. C'est un spectacle sous le signe de la liberté. Donc, l'auteur-compositeur-interprète à la voix sensible va, avec ses musiciens, pousser un cran plus loin les explorations musicales, les expérimentations sonores pour nous faire voyager avec douceur et intensité, donc le 17 novembre.
place where I go when I want something new. When I'm in need of a beautiful view, it's less the space than it is the escape to blockade the aching that I need. Oh love, oh love, oh love, oh love. Je poursuis avec un spectacle qui s'adresse au jeune public cette fois-ci. Donc, c'est le 20 novembre, samedi matin, 10h. C'est gratuit, c'est présenté gratuitement toujours à l'église de la Valtrie. Ça s'appelle Lutte, l'ami des rois. C'est un spectacle qui est présenté grâce à la participation financière de la MRC de Dautré dans le cadre du projet Sensibilisation aux arts de la scène auprès des jeunes de la Valtrie. Alors, un concert interactif qui va nous plonger au cœur de l'âge d'or du luth. C'est un instrument à cordes, évidemment. C'était le plus populaire de la Renaissance. Il séduisait tous les publics avec sa sonorité riche et veloutée et son allure exotique. Les meilleurs luthistes à l'époque étaient des véritables rockstars, parcouraient l'Europe, faire les tournées des châteaux plutôt que des salles de spectacle. Alors, très intéressant. C'est un instrument, évidemment, que les rois, les reines, les personnes aisées jouaient, apprenaient à jouer. Et donc, 400 ans plus tard, en 2021, aujourd'hui, c'est la luthiste Madeleine Owen qui nous invite à faire connaissance de cet instrument qui est raffiné, délicat, avec ses allures de bijoux orientales, donc qui va nous présenter des très belles mélodies. Alors, c'est à la Chasse-Galerie le 20 novembre. J'enchaîne avec une autre discipline encore une fois. Donc, vous savez, on présente des films. Donc, notre série Café Ciné présentée par la Brûlerie du Roi. C'est les mardis, on a des représentations à 14h et 19h. Je vous parle aujourd'hui du film qui va être présenté le 23 novembre et qui s'appelle 5e set. C'est de Quentin Renaud, donc un film produit en France avec Alex Lutz, Anna Girardot, Christine Scott Thomas. Donc, le petit synopsis, à 36 ans, Thomas est un tennisman qui n'a jamais brillé. Il a 17 ans. Il y a 17 ans, il était l'un des plus grands espoirs du tennis, mais après une défaite qui l'a traumatisé, il reste dans les profondeurs du classement. Et aujourd'hui, il se prépare à ce qui devrait être son dernier tournoi. Il refuse d'abdiquer, donc enivré par un désir de sauver son honneur, il se lance dans un combat homérique, oui, improbable, au résultat plutôt incertain. En fait, Minimis Michel, c'est une ligne de gamme de produits pour bébés. C'est le premier d'une lignée de 4. Donc, éventuellement, il va y avoir d'autres produits. C'est sûr que pour l'instant, c'est utilisé pour les enfants, les bébés. Par contre, c'est sûr qu'on peut l'utiliser nous aussi, si on a des irritations ou quoi que ce soit. Mais les prochains produits vont pouvoir être aussi utilisés par maman, mettons, que par bébé aussi. Là. En fait, l'érythème fessier, c'est souvent, c'est les mamans qui connaissent ça, les changements de couche. Donc, quand il y a eu une irritation au niveau du fessier causée par la couche, l'humidité ou quoi que ce soit. Donc, pour prévenir ça, on met une petite crème. Après ça, on referme la couche et tout ça. Et puis, c'est vraiment pour la prévention. La crème Minimis Michel a des ingrédients dedans pour hydrater. Donc, on peut l'utiliser aussi quand il y a un érythème qui se présente. La crème Minimis, les deux ingrédients principaux, c'est le beurre de karité et l'huile végétale. Okay. Donc, c'est dans le fond, le beurre de karité, il y a des propriétés anti-inflammatoires. Il est hydratant aussi. Il est bon pour les irritations. Et puis, comme je disais plus tôt, il forme une barrière. C'est vraiment le beurre de karité qui forme la barrière entre le fessier et la couche. Donc, on a ça ici. Et puis, pour l'huile végétale, en fait, ça nourrit vraiment la peau. Parce qu'il y a plusieurs vitamines dedans, donc vitamines, minéraux, fait que ça nourrit vraiment la peau. L'huile aussi, elle agit comme est réparatrice pour la peau, donc pour la peau sèche ou quoi que ce soit. C'est sûr que, bon, dans la crème pour l'érythème, il y a de l'oxyde de zinc. Je dirais que c'est le troisième ingrédient principal de la crème. Puis l'oxyde de zinc, là, dans le fond, ça agit beaucoup comme antibactérien, mais c'est vraiment utilisé pour l'érythème fessier.
La crème, elle peut être utilisée, comme je disais, aussi un peu plus tôt, pas nécessairement juste pour l'érythème fessier, mais on peut aussi l'utiliser pour le psoriasis, les problèmes cutanés. Parce que le beurre le beurre de karité, encore une fois, des caractéristiques vraiment importantes pour la peau, vraiment hydratantes. Même chose pour l'huile végétale. Donc, ça peut être utilisé pour d'autres choses. Mais c'est sûr qu'avec l'oxyde de zinc dedans, c'est principalement pour l'érythème fessier, mais ça peut être utilisé là, à d'autres fins. Puis d'où est venue cette idée-là de faire ces crèmes-là? En fait, j'ai eu ma fille. Elle a eu très difficile à ce niveau-là. Et puis, quand je suis partie en vacances en Floride, j'ai eu une grosse... Elle a eu une grosse crise d'érythème. Donc, je ne savais plus quoi faire. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Toutes les crèmes sur le marché ne fonctionnaient pas. Donc, quand je suis arrivée à la maison, je me suis dit, bon, essaye d'en faire une, essaye de trouver une solution. Et puis, la crème Minimis Michel, c'est celle qui a soigné ma fille, mais qui maintenant, elle n'a plus jamais fait de crise. Donc, j'ai poursuivi avec ça. Je l'ai essayé là, pendant un bon 8 mois, voir si ça revenait pas. Donc là, je me suis dit, essayons de faire participer les autres parents, en fait, pour les aider. En fait, moi, au départ, je voulais les produits de Morgane ou quoi que ce soit. Et puis, j'ai fait des recherches, puis j'ai vu que le nom était beaucoup utilisé, Morgane. Fait que je voulais pas être accusée de plagiat ou quoi que ce soit, ou me faire dire, tu peux pas utiliser le nom au bout d'un certain temps. Donc, je voulais quand même que ça ait rapport avec ma fille à moi. Donc, on l'appelait souvent Minimis. Fait que là, je me suis dit, pourquoi pas jumeler Minimis Michel? Ça en a fait un nom. J'ai fait mes recherches. Il n'y avait pas le nom d'utiliser. Donc, maintenant, j'ai bloqué mon nom et on y va avec Minimis Michel. Puis, comment fonctionnent les produits? Justement, tu t'en appliques. Là, toi, tu as parlé de 8 mois. Les parents en appliquent à chaque changement de couche. Donc, une couche, pas fine, pas trop épaisse, une moyenne couche. Ça forme une barrière de protection entre les fesses de bébé et puis la couche aussi. Donc, ça soigne, ça l'hydrate et ça forme une couche de protection. Pour le moment, la crème Minimis est en vente sur la page Facebook, évidemment, de Minimis Michel. On a un code QR sur la carte d'affaires qui nous amène directement sur la page Facebook. Donc, on peut commander via Facebook. Mais il y a aussi l'éco-boutique à la Valtrie qui tient le produit dans leur boutique. Éventuellement, il y a 4 autres places qui ont été approchées. Donc, on va faire les présentations pour voir s'ils veulent rentrer le produit Minimis et les autres produits éventuellement. Principalement à la Valtrie, mais il y a aussi d'autres endroits, Terrebonne, qui vont peut-être avoir les produits. C'est sûr que j'aimerais ça aussi des places aux alentours, ici à Berthier, si on a des boutiques qui se spécialisent ou qui aimeraient avoir le produit. Sinon, il y a aussi une possibilité avec les produits, le pot en tant que tel est 12 $, mais on peut avoir la possibilité par la suite, quand on garde le pot, d'un remplissage. Donc, on sauve quand même des sous parce que le remplissage est 8 $. OK, quand même. Donc, c'est assez intéressant aussi pour le côté écologique. Donc, on garde le pot. Les étiquettes, ils sont pas en papier, donc on peut laver le pot, c'est sûr, à la main. Si on le met dans la vaisselle, il va peut-être arriver quelque chose. Mais ils sont en vinyle, donc ils ont une durée un petit peu plus élevée au niveau de l'étiquette. Donc, c'est ça, en gardant le pot, on peut avoir la possibilité de faire un remplissage. Super! Parfait, merci beaucoup. Merci. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans d'Autrey et pour de nouveaux reportages. Ne manquez pas nos bulletins de nouvelles tous les jours à compter de 18h et en reprise à 12h30. Sur ce, bonne semaine à toutes et à tous!